Les sondages sont particulièrement cruels actuellement pour le président de la République, pour la majorité qui tangue pas mal. Et puis pour les Républicains, c'est pas fameux non plus. On va en parler avec Éric Woerth, qui est député de l'Oise. Et président de la Commission des Finances, parce qu'on va parler d'argent aussi. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Alors, il y a eu une idée qui a été suggérée par le parti La République En Marche en disant qu'il faut peut-être s'attaquer aux droits de succession, selon un principe qui dit que, eh bien, il faut favoriser le risque sur la rente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et si on avait une idée originale qui serait de stabiliser notre système fiscal, c'est-à-dire plutôt que de relancer tous les 2 ans, 3 ans, toujours les mêmes débats d'ailleurs, de les conclure d'ailleurs souvent moyennement bien. Sur les droits de succession, c'est un sujet, ils sont très importants en France, il faut les baisser. Plus important qu'en Allemagne, hein. Oui, plus important qu'en Allemagne, dans la plupart d'autres pays, vous en trouverez toujours probablement, mais comme les systèmes fiscaux ne sont pas les mêmes, donc ce qu'il faut, c'est les baisser. Il faut les baisser. Il y a 2 choses qu'il faut faire, me semble-t-il. Déjà, la plupart des foyers, quand même, n'en payent pas, puisqu'il y a un abattement de 100 000 euros. Oui, mais il était plus important auparavant. C'est François Hollande qui l'avait baissé. Je pense qu'il faut le remonter à 150 000 euros. Ah oui. Et puis d'autre part, mais ça, c'est des réglages. Hein, c'est pas une réforme des droits de succession, ce sont des réglages. Et puis, c'est vrai, améliorer la fiscalité des donations, permettre des donations plus rapides, parce que l'argent doit circuler. Nicolas Sarkozy avait déjà amélioré. Oui, bien sûr. Tout ça est dans les tuyaux. Et ça a été un peu arrêté, c'est vrai, par Hollande. Les donations, c'est très important. L'argent doit circuler, c'est lui qui crée de la richesse, et des gens plus jeunes, ils dépensent plus que des gens plus âgés. En plus, donc, on peut avoir une contradiction, puisqu'il y a eu la suppression de l'impôt sur la fortune sur les valeurs mobilières, et là, ça encouragerait quand même l'exode fiscal, non, de faire ça? Oui, dès qu'on augmente les droits de succession, on encourage l'exode fiscal. C'est notamment vrai pour ceux qui, à un moment donné, touchent une vente d'entreprise, de parts d'entreprise. Donc, il faut améliorer aussi le trade, c'est-à-dire la capacité à créer des pactes d'actionnaires. C'est très important pour les moyennes entreprises, notamment les entreprises familiales, les ETI, comme on dit, c'est-à-dire les entreprises dont on a absolument besoin. Il y a donc des améliorations à faire. Mais c'est pas de refonder totalement la fiscalité française, et notamment les successions. Il faut le faciliter, il faut baisser les droits, et puis il faut préserver les champions nationaux, parce que souvent, il y a des familles à la tête de très très grandes entreprises. Bon, peut-être que quand on en hérite, il y a un côté un peu rente, mais enfin, ce qui est très important, pour moi, c'est pas ça, c'est de conserver la nationalité française pour ces entreprises et de les protéger. À l'économie française. Bien sûr. Il y a quand même des contradictions dans cette... elle est pétrie de contradictions, cette majorité, non ? Elle ne fonctionne qu'au travers de contradictions. Mais parce qu'en fait, ça, c'est en même temps, ça. Oui, en même temps, on avait cru que c'était... Enfin, en tout cas, ils avaient cru que c'était une sorte d'équilibre positif. C'est un équilibre négatif. Et d'ailleurs, c'est souvent... on a l'image que je trouve absolument odieuse, qu'on employait aussi à un moment donné, qui est jambe droite et jambe gauche. Alors, on marche sur les 2 jambes, il faut que ce soit la droite et la gauche. Oui, d'accord. Enfin, ça ressemble à... D'abord, ça ressemble à assez peu de conviction. Et ça ressemble à quelque chose qui est plus construit pour plaire que relève de certitude. Et on voit bien que dans la politique de Macron, on dit au départ, c'était la droite, maintenant il faut qu'il y ait une jambe gauche, et alors on fait d'autres choses qui n'ont plus qui sont complètement un peu politique de gribouille. Oui, sans conviction en tout cas. D'accord. C'est une construction intellectuelle, mais qui est dissociée de l'opinion des Français. D'accord. C'est la crise d'aujourd'hui. Alors, le président de la République nous a habitués de temps en temps à des petites phrases. Hier, ou avant-hier plutôt, il était avec, dans le cadre des Journées du patrimoine, un herboriculteur qui visitait l'Élysée, qui lui disait qu'il était sans emploi. Cet homme était jeune, 25 ans. Et le président de la République lui a dit « Mais attendez, un emploi, moi je vous en trouve, il suffit de traverser la rue, et puis on va trouver un emploi dans la restauration, dans le bâtiment. » Il a raison, le président de la République. Alors, il y a le fond et la forme. Sur la forme. Toutes ces séries de petites phrases sont en général montrent une forme d'arrogance, ou en tout cas de prise de haut. Bon, je pense que là, il a tort. Ça a coûté cher à un autre président de la République que vous avez bien connu. Oui, mais Nicolas Sarkozy aussi était assez cash dans ce qu'il disait. C'est pas le rôle d'un président. Nicolas Sarkozy, c'était pas quelqu'un qui avait une vision de premier de cordée vis-à-vis de celui qui était en face. Sanguin quand même. Ça peut être sanguin, c'est différent là. C'est pas sanguin, c'est une sorte de condescendance qui ne doit pas être... sur le fond. Sur le fond, il a raison. Il a raison de dire à quelqu'un qu'il y a du boulot aujourd'hui en France et qu'il y a plein de gens qui cherchent. Il a choisi l'hôtellerie et la restauration. Bon, il suffit d'aller dans la boulangerie d'à côté ou dans la PME pour voir qu'il y a des gens
gens qui... il y a des postes disponibles et ceux qui viennent de temps en temps toquer à la porte pour dire embauchez-moi, s'il est embauché, 3 jours après, il est parti. Tout ça, on le vit, tout ça est hyper su, connu. Bon. Mais comment on fait ? Quand il répond à quelqu'un, allez traverser la rue, et puis je vous trouverai un emploi, c'est trop condescendant et c'est pas bien. C'est dans la lignée de ce qu'il avait dit. Puis lui offrir un boulot tout d'un coup en lui disant t'as qu'à travailler dans un restaurant avec le pauvre type, il a dit moi je suis horticulteur. Enfin, voilà, il a une formation. On va pas gloser là-dessus, mais je pense qu'il a tort. Un président, il doit d'abord être empathique. Il doit d'abord essayer de prendre en compte l'envie, le besoin des gens. Il peut leur parler plus directement, je n'ai pas de problème avec ça, mais pas comme ça. Ça chute dans les sondages, c'est ça qui est responsable de sa chute dans les sondages. C'est la rupture entre l'image qu'il a donnée, c'est-à-dire celle de la séduction, et plus tout d'un ça coup, que sa politique. La véritable image qu'il a. Non, mais la politique contribue puisqu'il n'y a pas de résultat. Oui, les gens ils attendent des résultats. Des réformes quand même, hein, vous-même. Oui, on a voté des réformes, bien sûr. Réformes économiques. Plutôt intelligentes. On a voté des réformes sur le code du travail, par exemple. Donc il y a des réformes qui vont bien, et puis il y a toute une série de réformes qui ne sont pas faites, et c'est plutôt celles-là qui sont extraordinairement dangereuses. L'idée qu'on ne réforme pas l'État, qu'on ne réforme pas la dépense publique, qu'on ne fait rien pour cela, c'est au gouvernement de le faire, c'est lui qui a l'ensemble des manettes, le fait qu'on ne baisse pas le nombre de fonctionnaires de façon significative, et qu'on ne révise pas les politiques publiques. C'est votre axe d'attaque, ça, maintenant. Enfin, c'est pas une attaque, c'est l'avenir du pays. Et qu'on ne le fasse pas à un moment béni des dieux, c'est-à-dire à un moment donné où il y a la croissance, et même si elle est en train de s'essouffler, c'est plus qu'une erreur, c'est une faute. De ne pas baisser la dépense publique. Aucun président de la République, depuis bien longtemps, n'a bénéficié d'une telle croissance venue de l'extérieur. Toutes les planètes, comme on dit, étaient alignées. Et il n'y a eu aucune réforme de fond pour casser les mots MAUX français. Qui sont l'excès de dépenses publiques. Cet excès de dépenses publiques, il conduit à l'affaiblissement des plus faibles à un moment donné. Monsieur Blanquer dit quand même ce matin, il va y avoir 2000 suppressions de postes dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. Oui, mais il ne dit pas comment. C'est très bien, il faut baisser, et évidemment, il faut baisser le nombre d'emplois aussi dans l'éducation nationale, parce que c'est le premier employeur public. L'objectif, c'était 60 milliards d'économies avec Emmanuel Macron, je crois, quand vous étiez plutôt autour à 150. De 100. Oui, autour de 100 plutôt. 100. Ouais. C'est quoi le bon chiffre? Et vous savez, l'Allemagne, c'est 280 milliards de dépenses de moins que nous. Donc il y a un chiffre qui doit se situer. Ça fonctionne autrement, l'Allemagne aussi. Oui, vous avez raison. C'est pour ça qu'il ne faut pas. C'est pas 280, mais enfin, il faut plusieurs. Enfin, en tout cas, c'est au moins une centaine de milliards d'euros. En réalité, de réduction de la dépense. Alors ça veut dire beaucoup de choses. On dit toujours, oui, mais où exactement? Ça veut dire beaucoup de choses. C'est sur l'ensemble de la sphère publique, tout compris les collectivités. Mais où est-ce qu'on fait des économies? Alors les collectivités territoriales, d'accord. Entre nous, partout. Et notamment, on dit qu'il ne faut pas dans la police, il ne faut pas dans la gendarmerie, il faut dans l'armée. Il faut aussi, mais il faut plus de régaliens, il faut mieux dépenser l'argent, redéployer. Il faut utiliser les technologies d'aujourd'hui, il faut réduire les priorités. On ne peut pas être un État dans lequel toutes les dépenses sont prioritaires partout. Et puis il y a quand même 70 ou 75% de la dépense publique, c'est le coût de la fonction publique, auquel on ajoute le coût du modèle social, entendu au sens large du terme. Et c'est pas efficient. On ne peut pas sans arrêt constater qu'on est les moins bons de la classe, qu'on a les plus mauvais résultats en termes de déficit, en termes de commerce extérieur, et puis ne rien faire ou changer les choses à la marge. Le président de la République aujourd'hui, il change les choses à la marge. Et les Français, ils attendaient une réforme en profondeur. Quelqu'un qui assume en réalité une réforme en profondeur, quitte à assumer une impopularité. Là, c'est une mauvaise impopularité, celle du président de la République. C'est pas grave d'être impopulaire si on fait des bonnes réformes. Oui. C'est comme le cholestérol. Il y a la bonne et la mauvaise impopularité. C'est une mauvaise impopularité. D'accord. Alors, les Républicains, le discours que vous tenez, c'est un discours qu'on entend de plus en plus dans la bouche de Laurent Wauquiez. Néanmoins, on regarde les sondages. Pardon, mais encore, Odoxa, sondage pour le Figaro la semaine dernière, intention de vote pour les européennes, et Laurent Wauquiez, enfin pas lui, mais les Républicains, 14%. Très loin derrière la République en marche et le Rassemblement. Non, mais c'est vrai que c'est pas un bon score, mais enfin, en même temps, c'est pas le score, puisque c'est un sondage, c'est un signal. Mais on n'a ni tête de liste et on n'a pas de projet sur les européennes. Ça serait qui la tête de liste pour vous? Quand on aura un projet européen pour montrer qu'on est pro-européen, on est fondamentalement pro-européen. C'est une grosse question à l'intérieur de notre parti quand même. Oui, mais ça l'a toujours été. Regardez le vote contre M. Orban. Pasqua, ça l'a toujours été, ça a toujours divisé un parti issu du gaullisme. Mais vous allez réussir à rassembler?
je pense que oui. Alors, je ne sais pas si c'est de wishful thinking ou si c'est la vérité. Oui, je pense qu'on va réussir à rassembler. Je pense que quand on écoute les uns et les autres, j'étais à Menton au congrès des Républicains juste avant les vacances. Il y avait plusieurs, il y avait Retailleau, il y avait Pécresse, il y avait, voilà. Ce que nous avons dit est quelque chose qui se ressemble. On a la même opinion de l'Europe. Les curseurs sont différents. Quand j'entends Jean-Pierre Raffarin ou Alain Juppé, je ne vois pas de différence fondamentale. D'ailleurs, c'est pas étonnant. On a été dans le même parti pendant très très longtemps. Oui, mais monsieur, d'ailleurs, parfois on y est encore. Monsieur Wauquiez tape dur quand même sur l'Europe aussi. Oui, mais c'est une question de personne. Oui, mais parce que de temps en temps, pour se faire entendre, il faut essayer de crier un tout petit peu plus fort. Mais ce qu'il dit sur le fond est assez peu éloigné de ce que disait Nicolas Sarkozy. C'est juste plus adapté. La crise migratoire, elle a quand même, elle est d'actualité de façon beaucoup plus récente. Et on doit évidemment s'en protéger parce que si on veut, on a besoin d'une Europe des peuples. Il faut combattre l'Europe populiste. Mais on a besoin d'une Europe des peuples, c'est-à-dire une Europe ni techno à la mode de Bruxelles, ni intello en lisant tous les livres qui sortent ou en allant dans tous les colloques dans lesquels on divinise l'Europe. On a besoin d'une Europe qui écoute les gens et qui prenne en compte les gens. Et moi, je pense que notre projet doit être un projet pro-européen, un projet qui bien sûr protège, mais qui ne fait pas uniquement que protéger les Européens et leur modèle de civilisation, qui aussi trouve un certain nombre de politiques publiques dans lesquelles vont se reconnaître les Européens. Regardez, au sein du PPE, qui est le parti conservateur, pour faire schématique, et le premier d'ailleurs groupe plutôt parlementaire au Parlement européen, il y a eu un vote pour ouvrir une procédure de suspension, on n'y est pas encore, mais c'est l'ouverture, qui a été approuvée d'ailleurs, ce vote, contre M. Orban et la Hongrie. Eh bien, le PPE et les Républicains qui sont dans ce groupe, se sont divisés là-dessus. Il y en a qui ont voté pour, il y en a qui se sont abstenus, comme M. Hortefeux, et d'autres qui ont voté contre. C'est quand même compliqué, quoi. Vous auriez fait quoi, vous, si vous aviez été député européen ? J'aurais donné un signal d'alarme à M. Donc vous auriez voté contre M. Orban. Il va trop loin. Contre, en tout cas, contre la Hongrie. C'est que dans son pays, il y a un certain nombre de règles démocratiques qui ne sont pas... D'accord. On peut en discuter pendant longtemps. Mais enfin, en tout cas, à un moment donné, il ne faut pas hésiter un peu à montrer qu'il y a des valeurs communes. On ne peut pas être une civilisation si on n'a pas des valeurs communes. Que la Hongrie se défende contre la crise migratoire, évidemment. Mais il y a d'autres sujets. On a besoin de sortir de façon positive de tout cela. Est-ce qu'on ne peut pas partager un certain nombre de choses ? Il y a un baccalauréat dans à peu près tous les pays. Pourquoi est-ce que les jeunes d'Europe, on ne mesurerait pas leur niveau de connaissances de façon uniforme, de façon plus uniforme ? Je ne dis pas un bac européen, mais des matières, des instruments de mesure, de mesure, des matières qui seraient partagées, quelques-unes, les maths, voire l'histoire, si on est une civilisation. Le patrimoine. On parle du patrimoine, c'est un élément de civilisation, il y a un patrimoine mondial, il y a un patrimoine français, il n'y a pas de patrimoine européen. On pourrait avoir beaucoup de politiques européennes qui seraient des politiques positives, ressenties par les peuples. Et c'est vrai aussi dans le domaine de la protection. Alors Éric Woerth, vous dites qu'il y a un projet à construire pour les Républicains, en vue des élections européennes qui auront lieu dans 7-8 mois maintenant. Donc il reste à construire, c'est ce que vous dites. Il est en train d'être construit, comme les Républicains sont en voie de reconstruction. Et Laurent Wauquiez doit être aidé là-dessus, même s'il y a des nuances à l'intérieur du parti. Qui mettons à la tête comme figure de proue ? Je ne sais pas, il faut que ce soit quelqu'un qui rassemble. On parle de M. Jean Leonetti. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui rassemble. Et moi, je crois d'ailleurs qu'il faut sortir de l'idée des têtes de liste. Il faudrait qu'il y ait 3-4 personnes qui montrent toute la diversité des Républicains, mais autour d'un même et unique projet. Les Républicains, ils ont besoin d'unité et ils ont besoin d'idées. Vous arriverez à ce que la tendance Pécresse épouse votre libre ? Mais la tendance Pécresse, c'est les Républicains. Valérie est membre des Républicains. Elle a sorti un certain nombre d'idées sur l'Europe qui sont très bien. Et donc, il n'y a pas de divorce en vue. Moi, j'espère pas. Ce serait une erreur. Vous savez, quand on est... Parce que les Républicains, c'est l'héritier de l'UMP. L'UMP, c'était centre-droit jusqu'à la droite la plus classique. Eh bien, on doit continuer là-dessus. C'est plus difficile. Moi, j'appelle à une unité entre le centre-droit, les gaullistes, les libéraux, les progressistes. Et c'est la seule façon qu'on ait pour qu'il y ait une offre alternative crédible à une absence de politique de réforme de M. Macron. Nous sommes avec Éric Woerth, député de l'Oise et président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Et c'est Jean-Baptiste Sémargent qui va maintenant poser vos questions. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour Éric Woerth. Une première question de Alexandre, qui est un internaute très fidèle. On lit et on entend partout que Macron est de droite. Partagez-vous cet avis ?
Ah non, je ne crois pas du tout. Je pense que justement, il essaye de tout faire pour montrer qu'il est ni l'un ni l'autre. Ouais. Ni de droite ni de gauche. Et ça ne marche pas, parce que droite et gauche, c'est pas un machin de parti politique. C'est d'abord les idées qui font qu'on vous classe à droite ou à gauche. Il y a des convictions là derrière. Il y a mais une c'est pas tradition. obsolète, ça? Si on écoute Mme Le Pen, si on écoute Emmanuel Macron, c'est pas obsolète. obsolète. Non, l'extrême droite, c'est pas obsolète non plus. D'accord. Donc c'est pas obsolète du tout. C'est le non-choix, au fond, et donc c'est le choix de sa propre personnalité. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Il a fait une réforme de gauche. On voit bien d'ailleurs, il fait droite et gauche. Quand il annonce un plan pauvreté, toute la presse dit ça y est, il a actionné sa jambe gauche. Enfin, quand vous actionnez une jambe gauche un jour et puis vous attendez 3 mois pour actionner la droite, vous avancez pas vite. Vous constatez un virage à gauche là dans cette rentrée du En tout cas, il y a des tentatives d'aller sur maintenant plutôt les terrains de la gauche. Il y a eu les terrains fiscaux, l'entrepreneuriat. Enfin, entre nous d'ailleurs, très peu a été fait. Aussi, il fait moins que sous Hollande. Mais quand je regarde sa majorité, une grande partie, regardez les candidats de La République En Marche à la présidence du groupe, c'est essentiellement des personnes, pas toutes, mais c'est essentiellement des personnes venues de la gauche. Il y a quand même Gilles Legendre qui n'est pas vraiment un homme de il gauche. vient de nulle part. Il n'y avait pas d'affiliation politique. Il y a Amélie de Montchalin qui avait une affiliation plutôt à droite. Plutôt à vous. Et puis pour le reste, les candidats, je respecte, mais c'est des gens de gauche. Là. Les 3/4 des députés qui avaient une affiliation politique, ou les 4/5e, sont des gens de gauche. Donc c'est facile de masquer après son étendard. Cécile n'arrive pas à savoir si les Républicains, justement, sont pour ou contre l'impôt à la source. Vous avez l'impression d'avoir été vague? Ah non, on était très précis. On a été Vous très étiez précis. contre? Moi, je suis contre l'impôt à la source, mais je suis pour le fait de supprimer le décalage d'1 an entre l'impôt et le revenu. Je l'ai expliqué d'ailleurs dans le Figaro, c'était un bon journal. Ouais. Je suis contre l'idée de à la source. Je suis contre l'idée qu'on prenne sur la feuille de paye et que ce soit l'entreprise qui intermédie. Mais vous pouviez avoir une mensualisation, comme on est souvent à peu près vous êtes pour la mensualisation contemporaine, mais on l'est depuis 2016. En novembre 2016, nous avons, et j'ai déposé le premier amendement, qui était un amendement pour proposer un autre système au fisc qui a considéré à l'époque que ce n'était pas une contemporanéité parfaite et que donc ça n'allait pas. À tort, parce qu'on crée une charge supplémentaire pour l'entreprise. Et quand Gérard Darmanin dit, vous verrez, ça apparaîtrait comme extrêmement naturel dès que ce sera fait, on dira, mais pourquoi on ne le faisait pas avant? Oui, enfin, ça c'est n'importe quoi comme langage. Parce que c'est pas pour ça que l'entreprise, elle va continuer à avoir une charge. Elle va s'y habituer, comme toutes les charges qu'on lui a mis sur la figure. Comme les gens qui ont une baisse de revenus sur leur feuille d'impôt, ils vont s'y habituer, mais il y aura des tensions salariales supplémentaires. Vous qui connaissez bien la machine de Bercy, est-ce que tout est prêt? Dans ce genre de choses, on ne sait pas. Il y a eu tellement de mauvais exemples et de systèmes d'infos qui ont complètement explosé. J'espère qu'il n'y aura pas de bugs. Il y en aura, il y en aura évidemment. On en a découvert au fur et à mesure. C'est ça qui a été très inquiétant. Parce qu'1 an et demi avant, ils ont dit qu'ils étaient tous totalement prêts, ce qui n'était pas vrai. Donc oui, à la réduction du délai entre le revenu et l'impôt, non à ce qu'on prélève sur la feuille de paye et non au prélèvement par l'entreprise. D'accord. Frédéric vous reproche de ne pas avoir réformé la SNCF quand vous étiez ministre. Vous avez été ministre du budget sous Nicolas Sarkozy. Oui, enfin ça relève d'ailleurs plus du transport. Oui, je prends. Oui, enfin nous on avait séparé les établissements entre le rail, c'était la droite qui avait fait, entre les équipements et puis l'exploitation. Ce qui a permis, et maintenant on revient en arrière, c'est comme quoi, et ce qui a permis d'ailleurs au fond d'ouvrir à la concurrence. Et en fait, la réforme du statut, on verra ce que c'est juste un problème de statut. La réforme du statut, on verra ce qu'il y a dans la convention collective. Entre nous. Puis c'est le statut en flux, pas en stock, c'est-à-dire au fur et à mesure, dans les 30 ou 40 ans qui viennent. C'est assez léger. Assez léger. Il fallait le faire quand même. Il fallait le faire parce que l'ouverture fait qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir des gens sous statut. Ils ne peuvent pas recruter sous statut dans des entreprises étrangères ou extérieures à la SNCF. Bien sûr. Thierry est très déçu par Laurent Wauquiez, mais vous remercie, vous, de représenter le libéralisme au sein des Républicains. Pourquoi vous êtes plus libéral que Laurent Wauquiez, du coup ? Moi, je ne me compare pas. Il y a des sensibilités différentes. Plus un parti politique, c'est-à-dire une offre politique est grande, plus il y a des sensibilités. Sinon, vous êtes tout seul et puis vous représentez vous-même. Donc, il y a évidemment des sensibilités différentes. Et moi, j'aime bien que dans les Républicains, il y ait des sensibilités différentes. Mais elles doivent vivre ensemble. Et ce qu'on s'aperçoit parfois, c'est qu'elles ont moins de facilité à vivre ensemble qu'auparavant. Donc, il faut reconstruire cette unité. Wauquiez et l'homme idoine, ça, pour les faire vivre ensemble? Mais il est président des Républicains. La question, elle a été posée au moment de l'élection. Et donc, il est l'homme idoine, il est président des Républicains. Okay.
Dernière question. Dernière question. Juliette vous demande si vous êtes toujours aussi proche de Nicolas Sarkozy. Ah oui, oui, je n'ai pas varié. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler, bien sûr, j'ai beaucoup aimé travailler avec Nicolas Sarkozy et je lui conserve une grande amitié. C'est quand même quelqu'un, dans les années passées, qui a un leadership assez exceptionnel. Et puis, il y a le côté empathie, qui manque complètement à Emmanuel Macron. C'est-à-dire, au fond, il aime les gens. Alors après, tout ça peut être extrêmement fort. Ben, je pense, oui. Mais enfin, bien sûr. Il a encore un lien, l'ancien président de la République, avec votre parti? Mais il voit, avec le parti, non, il n'a pas de lien évidemment institutionnel. Il voit les gens, oui, bien sûr, il les voit beaucoup. Vous discutez avec lui ou... Oui. Mais tout le monde discute avec lui. Il fait venir des jeunes députés, il est facile d'accès, Nicolas Sarkozy. Puis il est toujours passionné par la vie politique, même s'il a décidé d'y mettre fin. D'accord. C'était Laurent Wauquiez qu'on remercie de ses réponses. C'était Éric Woerth. J'ai dit Laurent Wauquiez? Oui. Pardonnez-moi, c'était Éric Woerth, c'est parce qu'on venait de parler de Laurent Wauquiez. Non, mais un W peut en remplacer un autre. Ah oui, bien joué. Une ambition politique, peut-être. Bon, excusez-moi. Merci Éric Woerth d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris à celles des internautes. Et merci aux internautes. à Jean-Baptiste Sémierjan de s'être fait leur interprète. Et à demain.